BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Thomas Asportas et Vincent Beaufils. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans l'entretien HEC. On est ensemble pendant 1 heure pour faire passer son entretien, son grand oral d'HEC à une personnalité des affaires. On est ensemble pendant 1 heure avec notre partenaire Bain et bien sûr avec Challenge. Bonjour Vincent Beaufils. Bonjour à vous tous. Notre invité aujourd'hui, Vincent, c'est un peu, on va dire ça comme ça, le ministre bis du commerce extérieur français, puisque nous accueillons Pascal Cany, le président de Business France. Bonjour Pascal Cany. Bonjour à vous deux. Merci Thomas et bonjour Pascal. Vous êtes effectivement depuis 6 ans le président de Business France et Emmanuel Macron a fait de vous son ambassadeur délégué pour les investissements internationaux. C'est d'ailleurs un peu à vous que l'on doit les sommets de Choose France au château de Versailles. Et avant de vous mettre au service de l'État, vous avez eu une très belle carrière dans le privé, puisque vous avez été vice-président d'Apple, responsable en fait des zones Europe, Moyen-Orient, Afrique et même Inde. Et tout ça est passé de 1 à 50 milliards de dollars sous votre responsabilité. Donc bravo. Et depuis 2014, en parallèle, pas tout à fait en parallèle puisque vous avez été ambassadeur en 2017, mais depuis 2014, vous avez un fonds qui s'appelle, faut-il dire, C4 Ventures ou C4 Ventures, qui investit dans la tech. Donc ça vous fait beaucoup de casquettes et on a donc beaucoup de sujets au cours de l'entretien qui vient. Un entretien, vous le savez, qu'on retrouvera à la fois dans Challenge, sur les sites de BFM Business et Challenge, et puis également à l'antenne le week-end sur BFM Business. Absolument, on n'aura pas trop donc d'1 heure pour balayer vos différentes responsabilités. Pascal Cany, je vous rappelle le programme de cet entretien. On va commencer par des questions d'actu autour de l'attractivité de la France, justement. Ensuite, c'est Bain qui nous rejoindra pour un brief. Et puis, ce seront les questions business. Et on ira après sur le campus pour écouter des questions des étudiants à même le campus et des questions des alumni et des anciens diplômés qui vous interpelleront directement. Super. Vous êtes prêts? On y va? On est prêts. Allez, grand plaisir. on commence par les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Question d'actu, Pascal Cany, effectivement, on va commencer par cette casquette Business France. Vincent le rappelait, vous êtes le président du conseil d'administration de Business France en charge de l'attractivité depuis 6 ans. En un mot, c'est quoi votre pitch, Pascal Cany? C'est quoi votre recette pour faire venir des investisseurs étrangers dans le pays? Je commence d'abord par les bons résultats en leur expliquant que pendant 2 ou 3 décennies, ce pays n'a pas été le pays le plus attractif d'Europe et qu'il est devenu depuis 4 ans, on l'espère pour une 5e année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'attirer à la fois des talents, du capital et de contribuer au développement de l'économie qui aujourd'hui se porte mieux qu'elle ne l'a jamais été, dans le sens où vous avez plus de 28 000 entreprises qui représentent près de 10% de la population employée française. Et mieux encore, ces entreprises participent à hauteur de 20% et plus à la recherche et développement que l'on fait sur le territoire national et à 30% aux exports. Donc c'est un secteur absolument critique aussi pour l'image, ce qu'on appelle le soft power de ce pays, qui est aujourd'hui important. Et quand on sait attirer les talents, on sait qu'on va agréger, on va additionner cela aux talents qui existent. Donc la deuxième partie du pitch, c'est de se battre contre les idées reçues, expliquer que la France, ce n'est pas simplement le luxe, la bonne bouffe, l'avenue Montaigne ou une grande histoire. C'est aussi un leadership incroyable sur l'automobile, l'aérospatiale, la santé, et puis c'est la French Tech. C'est ça qui est important. Pascal Cany, ce pitch, tel que vous le présentez, vous auriez pu le faire il y a 6 ans. Or, en fait, on est devenu numéro 1 dans les 3 dernières années en termes de projets d'investissement en France. Qu'est-ce qui a changé dans la tête des investisseurs? C'est pas simplement le pitch de Pascal Cany. Il y a 6 ans, je ne pouvais pas dire qu'on avait un leadership démontré, reconnu depuis 4 années. Pourquoi? Et alors ça, c'est la 3e proposition peut-être, et je vous remercie de me le proposer, c'est qu'on parle de réforme structurelle. On a fait finalement, avec les décrets dits Pénicaud de septembre 2017, on a flexibilisé un petit peu notre droit du travail. On l'a rendu un peu mieux et plus compréhensible, intelligible par nos partenaires étrangers. Il faut savoir que j'ai rencontré, et je rencontre encore aujourd'hui, des gens qui me disent, qui me parlent de la provision qu'ils ont sur leur compte depuis 3-4 années sur un différend avec un employé qui n'avait pas été soldé. Et pour eux, c'est assez choquant. Quand on leur explique qu'on a fait cela, puis que l'on a aussi rendu intelligible notre droit fiscal en ramenant le taux d'imposition sur les sociétés de 33 à 25%, là où
où est la moyenne européenne, sans faire de discount, parce qu'on offre tellement de choses qu'on n'a pas besoin de le faire, qu'on leur parle de ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire la possibilité de faire des gains en capital et de payer une fois pour toutes 30%, ils nous disent que ça, plus les réformes sur les pensions, les réformes sur la SNCF, l'émergence de la French Tech, de la French Fab maintenant, font qu'aujourd'hui, ils ont envie de venir nous retrouver et qu'ils ont enfin découvert les superbes infrastructures qui sont les nôtres. Alors, un entrepreneur qui visiblement regarde la France, en tout cas, c'était la vedette du dernier Choose France, vous en parliez, c'est Elon Musk. Où est-ce qu'on en est de ces projets pour la France? Est-ce qu'il va, oui ou non, investir dans le pays? Écoutez, je n'ai pas d'annonce particulière à vous faire, c'est pas le propos, mais je crois que le simple fait qu'il soit venu une fois, deux fois, je vous rappelle qu'il est venu déjà à Vivatech, ouais. Et donc on l'a eu à la fois de Choose France, Vivatech, et qu'il a un impact à la faveur de son rachat de Twitter et du fait qu'il soit allé de l'autre côté du Rhin, parce qu'il faut aussi chez les Allemands, reconnaître ses challenges, montre que malgré cela, alors qu'il avait tout pour rester en Allemagne, il a décidé de revenir comprendre ce qu'on fait. Et pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre, nous, Français... Non, mais ce serait pour faire quoi, pardon? Ce serait plutôt dans l'automobile, plutôt autour des réseaux sociaux? Quand il va faire l'automobile, il va devoir réhabiliter les batteries, se sourcer en batterie. Ce qu'on a réussi à faire, le sommet de Choose France, c'est absolument extraordinaire. En moins de 3 années, sur le Grand Nord-Est, vers Dunkerque, on va avoir créé une institution et une industrie qui est créatrice de plus de 15 000 emplois et qui va être exportatrice nette de batteries. Il y a 3 ou 4 ans, ça n'existait pas. Envision, ACC, Vercor, Nouvelle Licorne, la 3e française, mais aussi Prologium sont là. Donc quand vous avez cela, vous allez avoir Hydrovolt qui se dit « je ne peux pas ne pas venir ici pour pouvoir réhabiliter mes batteries » et Musk qui se dit « je dois sourcer cela ailleurs que je le fais et la France est l'endroit où il faut le faire ». Bon, donc vous nous donnez un indice quand même, ce qu'il pourrait faire. Il y a aussi des projets sur lesquels il faut être vigilant. On entend dire que le constructeur chinois de véhicules électriques Beyond Your Dream est en train d'essayer de trouver une place en Europe. Est-ce qu'on aurait intérêt, nous, en France, à accueillir ce constructeur chinois? Alors, j'ai eu le privilège, très tôt, dans mon mandat, d'aller voir BYD. À Shenzhen. Et je peux vous assurer que la note que j'en ai sortie était de dire la qualité de la voiture dans lesquelles je suis allé, que j'ai essayé, la visite faite me montrait qu'ils avaient une avance incroyable. On parle de 200 à 250 manufacturiers ou constructeurs automobiles. Donc, ils ont une compétition absolument redoutable. Je ne crois pas qu'on sache faire une voiture électrique à 10 000 euros. Et donc, il faut faire ce que nous devons être, moins naïfs, les Européens, moins naïfs comme nous l'avons été pendant 20 ans, c'est-à-dire d'abord demander à France Stratégie ou un organisme intelligent de regarder si vraiment ils sont dans un champ concurrentiel équitable, s'ils n'ont pas des subventions cachées, déguisées et autres. Vous le savez, la Commission européenne a lancé une enquête là-dessus. Et continuer à faire exactement, et je crois que c'est bien, c'est intéressant, et continuer à faire le taf, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait les batteries, 35% de la chaîne de valeur ajoutée d'une voiture, que l'on ait la flexibilité de l'emploi, un coût manufacturier plus faible, une baisse des impôts de production comme on l'a jamais fait, qu'on puisse recréer des usines. Pascal Cany, ça veut dire justement, on fait rentrer le cheval de Troie ou pas en France? On accueille les Chinois en France avec une usine? Moi, je pense qu'il faut absolument pas couper les ponts sur la Chine. Et c'est peut-être pas très politique et que je m'exprime à un titre très personnel sur ce sujet-là. J'ai passé beaucoup de temps. Vous avez compris que j'étais dans une société Apple qui a bâti son succès aussi en utilisant le savoir-faire de la Chine et pas simplement le grand acteur qui sourçait et qui fabrique l'iPhone. Je pense qu'il faut garder un lien de communication, que ça reste un marché qui va s'ouvrir, que évidemment on a été trop naïf trop longtemps, mais que maintenant il faut rééquilibrer cela et qu'il faut absolument parler avec l'Europe. Donc pour répondre, puisque je ne veux pas avoir de langue de bois entre nous, je pense qu'il faut observer avec beaucoup d'attention, savoir si eux aussi vont nous transférer des savoir-faire. Parce que finalement, le paradigme de base qui était de celui où nous tous, le monde occidental et l'Europe, allaient amener des savoir-faire, il faut savoir s'il y a des savoir-faire à prendre, à emprunter, c'est les Chinois et qui nous apprennent. Et garder cela, absolument. Pascal Cany, on passe à la suite de votre entretien et on passe au brief de Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Et on passe effectivement donc au brief de Bain. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Marchal, le président himself du cabinet de stratégie à Paris de Bain et compagnie. Et d'habitude, effectivement, Bain fait une recommandation à notre invité, mais comme notre invité a lui-même été dans le conseil, on vient d'apprendre qu'ils ont commencé leur carrière en même temps, l'un chez Bain, l'autre chez Booz Allen. Je ne sais pas, cher Olivier Marchal, ce que vous allez pouvoir apprendre à notre invité, Pascal Cany. Ça va être très compliqué, mais on va essayer. Merci Vincent Beaufils, merci Thomas Asportas. Bonjour. Et bonjour Pascal Cany. Bonjour Olivier.
Alors Pascal Cagny, vous êtes, ça a été rappelé, depuis 2017 président de Business France et ambassadeur délégué aux investissements internationaux. Vous avez donc cette très lourde responsabilité de promouvoir l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. On va donc parler de ce sujet, l'attractivité de la France. Et vous savez que c'est un sujet qui est cher au cœur de Bain. Et je suis persuadé que chaque année, vous lisez avec beaucoup d'attention notre baromètre Amcham Bain, qui analyse l'évolution de l'attractivité de la France depuis déjà plus de 20 ans. Alors très rapidement, le constat et le bilan sur l'attractivité de la France en 30 secondes, c'est un bilan indéniablement extrêmement positif. Vous vous souvenez comme moi qu'il y a une dizaine d'années, la France était dans les fins fonds de tous les classements et baromètres de l'attractivité en Europe, loin derrière le Royaume-Uni, loin derrière l'Allemagne. Et aujourd'hui, on est au sommet de ces classements, avec 1725, je crois, selon les chiffres de Business France, investissements et projets directs en 2022. Donc une véritable remontada. Pourquoi et comment cette remontada? Ça a été dit tout à l'heure, des réformes structurelles très importantes sur la fiscalité des entreprises, le droit du travail, qui étaient des handicaps traditionnels extrêmement importants pour la France. Et puis, rendons à César la mise en place quand même d'une stratégie très différente de ce qui avait été fait dans le passé, marketing, promotion très proactive de la France auprès des investisseurs étrangers. Et en tant que président de Business France, vous avez coordonné cette stratégie en vous appuyant à la fois sur les équipes Business France, le Team France Invest, le sommet Choose France, et puis la promotion de la French Tech et de la French Fab. Donc, bravo César. Mais alors, quelles questions vous auriez à... Alors, avant de parler des questions, je voudrais parler un petit peu de l'avenir. Parce qu'on connaît le passé, on ne connaît pas encore l'avenir. Or, l'attractivité, ce n'est pas un terrain conquis. Et je voudrais mettre en avant un défi et une opportunité, et ça me permettra de poser ma question. Le défi, c'est, encore une fois, on n'est jamais en terrain conquis en termes d'attractivité. Les autres pays bougent, il nous reste des handicaps. Je cite les impôts de production qui restent trop élevés en France. Je cite le coût du travail qualifié et très qualifié, un vrai handicap pour l'industrie et pour la localisation des centres de décision. Je pense que pour relever ce défi, il va falloir continuer à réformer. C'est plus difficile avec les marges budgétaires réduites qu'on a aujourd'hui. Et je pense également qu'il faudra donc entamer une réforme de la dépense publique pour financer tout ça. L'opportunité, elle dérive du fait que les critères mêmes d'attractivité sont en train d'évoluer profondément. Et notamment les critères ESG, responsabilité écologique, empreinte carbone, responsabilité sociale, sont des critères de choix d'investissement pour les dirigeants des groupes étrangers aujourd'hui. Or, la France a des atouts formidables dans ce domaine, et je vais en citer. Oui, mais Olivier, il nous reste une minute pour la question. Voilà, absolument. C'est une électricité bas carbone, c'est très important, il faut se saisir de cette opportunité. J'en viens à ma question, mon cher Vincent, elle est sur ce thème-là. D'abord, dans les dizaines, centaines d'entretiens que vous avez avec les dirigeants des grands groupes internationaux, est-ce que vous observez également cette montée en puissance de nouveaux critères pour les choix d'investissement, et notamment responsabilité écologique et empreinte carbone? Et puisque je parle à un ancien consultant, qu'est-ce que vous recommanderiez au pays pour accroître l'avantage concurrentiel qu'on a déjà dans ce domaine? Merci, mon cher Olivier Marchal. Un point qui est très important que je dise, que je mentionne, c'est que c'est un travail d'équipe. Et que le premier brief que le président nous a donné avec Yves Le Drian, c'était de dire on va créer le Team France. Et j'étais heureux que vous-même vous repreniez le Team France Invest et le Team France Export. C'est un travail avec les agences régionales de développement, c'est un travail avec les régions qui ont pris un rôle important. La loi NOTRe leur donne le rôle du développement économique. Et donc nous, ici, agence publique nationale, comme le rôle de ministre, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse cristalliser ce travail ensemble. Ça a fonctionné et effectivement, les critères évoluent. Mais là, une fois encore, on part avec un avantage concurrentiel fantastique. Plus de 50% de notre énergie produite, ce sont les énergies renouvelables.
On parle de 18% aux États-Unis, 24% en Allemagne. On part avec, et ça a été maintenant acté, avec un prix de l'énergie plus faible. On a une disproportion totale, une désindexation totale entre notre empreinte carbone et en fait la taille de notre économie et notre contribution au PIB de l'Europe. Donc lorsque vous êtes soumis aux diktats des bourses et de vos actionnaires qui vous requièrent plus de ESG et notamment de E, vous devenez naturellement en France le lieu qui doit recevoir ces investissements. Et pour le faire, on y répond, donc c'est les challenges que l'on prend, c'est cette économie verte. On va essayer par exemple de créer plus de 50 sites prêts à être utilisés pour accueillir cela, puisque un des grands challenges, au-delà du coût des salaires relativement élevés sur les knowledge workers, pour reprendre cet anglicisme, au-delà des impôts de production qui ont été pour autant très bien baissés, et même France Stratégie reconnaît que par rapport à l'Allemagne, on a fait un effort. Vous avez une dent pour France Stratégie. Ils disent des choses très intéressantes pour Oui, Stratégie. Et donc, tout ça fait qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir 50 sites, qu'on va avoir, on l'a mentionné, des incitations fiscales extrêmement claires, qu'on va aussi former, puisqu'on a un déficit de 50 000 ingénieurs sur le sujet. On va réinventer les IUT, les instituts universitaires technologiques. Donc, je crois qu'il y a un plan sur cette économie que je vous invite tous à observer, parce qu'il y a en gros tous les composants et en gros tout le feedback que vous, patron d'entreprise internationale, ne cessez de donner depuis 4-5 années. Donc on a un gouvernement qui est agile, qui répond, et moi, il me facilite la vie, parce qu'évidemment, je ne suis que la figure de proue, si je puis dire, de ce mouvement, qui est un travail d'équipe total. Et Business France, dans ce rôle-là, joue un rôle important, puisqu'on a supporté que ce soit notre plan export, que ce soit sur le plan dont on n'a pas parlé, 2030, on a 50% sur la décarbonation, 50% sur la réindustrialisation. On prend ce plan 2030 par notre ami Bonnel et on essaie de le porter dans les entreprises à l'étranger. Merci Pascal Cagny pour votre réponse. Merci à vous Olivier Marchal. Merci beaucoup. Président du bureau de Paris de Bain et compagnie, partenaire bien sûr de longue date de l'entretien HEC. On passe aux questions business à présent. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Allez, les questions business maintenant à Pascal Cagny pour mieux comprendre votre autre casquette qui vous occupe la moitié de votre temps, un peu plus que celle de Business France, c'est votre activité d'investisseur avec votre fonds de capital risque C4 Ventures. Déjà, pourquoi C4 ? Ça veut dire quoi ? Et puis comment, en 30 secondes, comment est née cette activité d'investissement ? C4 vient d'abord de ce que j'avais appris chez Andreessen Horowitz, qui est une des plus belles firmes de capital risque, et qui, parce que leur nom était long, appelait ça A13Z. Et donc, je me suis dit que Cagny, CAGNI, on ne va pas, en bon français catholique, je ne vais pas mettre mon nom dans le nom, mais on s'est joué avec ça. Et puis, on a découvert que C4, c'est un explosif. Ah oui, ça, oui. Comme okay, je suis assez explosif sur certains sujets. Et le dernier point, c'est que j'ai eu le privilège avec ma chère Catherine d'avoir 4 enfants, Inès, Diane, Paul et Charles. Donc il était naturel qu'on fasse du C4. C'est Cagny et 4 comme la descendance. Voilà comment. Donc c'est Cagny, c'est les 4 enfants et c'est l'explosion. L'explosion qu'on veut offrir aux 50 investissements que l'on a fait depuis maintenant près de 10 années. J'ai commencé en quittant Apple en me disant que finalement 30 ans d'un goodwill, pour reprendre un anglicisme important, faisait que je devais le mettre au profit des entrepreneurs. Depuis longtemps déjà, tant à HEC qu'ailleurs, je me battais sur cette idée de vraiment jouer l'entrepreneuriat. La meilleure nouvelle qu'a ce pays, il faut se rendre compte, et je reviens sur l'attractivité, c'est que quand vous posiez la question il y a une douzaine d'années à des jeunes de 18-25 ans, que veulent faire-ils plus tard ? 13% vous disait être entrepreneur. Vous posez la même question aujourd'hui, vous êtes à 60%. Au milieu des rôles modèles comme mon cher Steve Jobs, Bill Gates, Xavier Niel sont passés. L'idéologie n'est plus devenir un haut fonctionnaire, et Dieu sait si on a les meilleurs hauts fonctionnaires du monde, mais c'est être entrepreneur. Donc il était naturel que j'aille là. Alors vous financez tout cela, et vous avez comme objectif de privilégier quoi ? Quel type d'investissement ? Il y a des écosystèmes que vous privilégiez sur cette cinquantaine d'investissements? Quand on fait ça sur le tard, et c'était finalement un vrai projet entrepreneurial avec mon associé de toujours Boris Bakesh, mon ami de toujours Eric Boussoulaire, ma tête de toujours Michel Sassano, qui est un petit peu notre tête chercheuse. Donc ces 4 partenaires, on a décidé d'aller de là où on venait. Donc on fait ce qu'on appelle du smart hardware, du hardware intelligent, puisque évidemment en ayant travaillé chez Packard Bell et chez Apple, on comprend comment tirer parti du hardware et du software. On fait le futur du travail, parce que c'était un thème important, et en étant un petit peu à l'avant-garde de cela, il était naturel qu'on investit là-dessus. Et on investit aussi sur le e-commerce, mais pas le e-commerce classique, c'est-à-dire des verticaux. On a par exemple investi sur une société à l'image de Back Market qui est sur l'économie circulaire. Et puis derrière cela, en ayant vu la technologie au plus près,
en ayant implanté Packard Bell en Anjou, qui est une terre exceptionnellement extrêmement active. On avait en face de nous des gens qui faisaient des cartes mères. Donc je me suis toujours intéressé à la technologie et on a des vrais investissements sur le quantum computing, sur les chips et sur Je traduis les semi-conducteurs et l'informatique quantique. Sur les semi-conducteurs et l'informatique quantique, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, mais c'est vous qui dites C4 et pas si fort. Alors je me permets de traduire quand ça bien, part dans un sens bien. ou dans l'autre. Sur ces 50 entreprises, il y a des licornes? J'ai 9 licornes et il semblerait qu'on ait un des fonds qui... Nous avons 9 licornes et il semblerait que c'est un des fonds qui a le ratio le plus important. C'est un fonds aussi très international puisque dans mes fonctions d'ambassadeur, je me suis interdit formellement d'aller et tirer parti des 30 licornes françaises et donc on est à l'étranger. C'est un fonds aussi qu'aujourd'hui je veux passer à cette équipe, beaucoup plus jeune que moi. On en parlera tout à l'heure. Je voulais simplement qu'on regarde un petit peu. Au début, vous avez mis 33 millions. Est-ce que d'abord c'était essentiellement de l'argent du C ou de vos autres partenaires? C'était tout l'argent de la famille. Et puis ensuite, en me promettant que je ne laisserai pas ça à des banquiers privés, mais qu'on allait le réinvestir puisque c'était l'argent qui venait de chez Apple. Absolument. Et ensuite, deuxième fonds, effectivement, 90 millions. Absolument. Et puis on parle même d'un troisième fonds maintenant. C'est un troisième fonds où le lead est clairement pris par Boris Bakesh, Mathieu Bourdier, Michel Sassano. On continue à agréger des talents. Et là, j'aurai le rôle toujours important d'être dans le comité d'investissement, d'être investisseur moi-même et de participer plus modestement à quelques gains qu'on puisse faire. C'est une aventure extraordinaire. La possibilité tous les mardis de revoir ce qu'on appelle un deal flow, c'est-à-dire des entrepreneurs et surtout rencontrer les entrepreneurs, les aider avec une expérience de 30 ans, comme je le fais avec mon ami de toujours, Éric Boussolaire, est extrêmement important. Donc on a maintenant des prêts pour aller sur le troisième fonds. On n'est pas pressé, on doit encore déployer le deuxième fonds. On a eu l'intelligence de ne pas le déployer au moment où les prix étaient totalement élevés. Ouais. On a donc 1 ou 2 années à le faire et on va le faire à notre rythme avec des entrepreneurs, des family offices, parce que je crois que c'est une façon de rester actuel alors que je continue à voir ce monde bouger. Donc on y tient important. Donc une très belle expérience entrepreneuriale et une phase de transition qui est en train de se faire. Alors, pour investir aussi beaucoup dans la French Tech, vous le disiez, on fête les 10 ans de la French Tech. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à grandir dans les 10 années à venir? Alors, je crois qu'on a des challenges très clairs. Mais en même temps, vous avez plus, à l'échelle de l'Europe, plus de 15 milliards de ce qu'on appelle, c'est encore un anglicisme, du dry power, donc de l'argent disponible. Il faut que la French Tech arrive à faire 3 choses. Monétiser pour ces investisseurs qui ont été très nombreux, et je les ai amenés ici, des Américains. Je vous rappelle qu'il y a encore 3 ans, 66% de l'argent déployé en série A, c'est-à-dire au début de l'histoire, était américaine. Aujourd'hui, on est tombé 34, mais ça a été la meilleure idée qui soit, puisqu'en faisant cela, on a à la fois amené des investisseurs qui investissent dans les fonds français, avec le rôle crucial de la BPI, aux côtés de la BPI, et on a réussi à valider, crédibiliser l'écosystème. C'est ce que nous envient tous les pays d'Europe. Avoir eu une présence des investisseurs qui ont 20 années d'expérience, 30 années d'expérience aux États-Unis, qui viennent valider un système en investissant chez nous parce qu'ils pensent que les entrepreneurs français sont bons, il faut maintenant qu'on monétise, c'est-à-dire qu'on leur donne un retour sur investissement. Il faut aussi regarder du côté de la Tech Nations en ayant une pensée particulière pour ce pays que j'adore et qui m'a fait aimer le capital risque. Juste pour vous donner une idée, on doit déployer en gros 80 $ par capita, donc par français, en France, on en déploie 260 en Israël et aux États-Unis. Donc on aura un chemin à parcourir, mais le train est parti et je crois que la French Tech a un avenir incroyablement fort. Enfin, alors, on aimerait terminer cette séquence business avec le business de Pascal Cagny. Vous nous disiez tout à l'heure que vous preniez un petit peu de recul avec C4 Ventures et vous avez créé, ou vous allez créer C4 Manufactures. Quel est l'objectif de ça? Vous voulez être un industriel? C'est très très important. C'est les prochaines 10 années de ma vie. J'ai, au cours de ces années, rencontré des talents très forts. Vladimir Dormesson, Laura Tivolet chez moi, Alexandre Herrera. Et ensemble, et avec un réseau d'operating partners, c'est-à-dire de gens qui ont un savoir-faire opérationnel, on veut absolument acheter des sociétés qui ont 3 caractéristiques. Un savoir-faire ou des actifs immatériels, des marques, quand on est dans la porcelaine ou qu'on est sur des savoir-faire, des fonds de catalogue importants, donc du savoir-faire immatériel, un outil industriel. Je veux démontrer, alliant parole et acte, que ce que fait mon gouvernement, notre gouvernement, fonctionne et qu'on peut réinvestir dans l'industrie. Et puis travailler aussi toujours sur ce qui a été finalement une grande partie de ma vie, c'est-à-dire comment on présente cela
à nos clients. Donc on lance ces cas de manufacture. Ouais. On a visité plus de 20 entreprises dans 2 secteurs, à la fois la révolution verte et puis les entrepreneurs du patrimoine vivant. Et donc pour tous ceux qui m'écoutent et qui m'entendent et qui pensent qu'ils ont besoin de capital, de savoir-faire, on est très demandeur de bâtir notre deal flow en direct. C'est très très important qu'on fasse cela. À quand le premier investissement? C'est dans les 3 à 4 mois à venir. C'est imminent, et ce sera peut-être 1, ce sera 2, 3 investissements. On va totalement casser la tirelire et investir puisque on veut le faire. Et je pense que c'est le moment de ces 10 prochaines années qui commencent. Bon, eh ben rendez-vous est pris pour 2024. On marque une pause, c'est déjà l'heure de la pub, Vincent, et on se retrouve pour la deuxième partie de l'entretien HEC de Pascal Cany. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Thomas Asportas et Vincent Beaufils. Retour donc dans l'entretien HEC de Pascal Cany, président de Business France et investisseur dans la tech. On l'a vu avec ses 4 ventures et bientôt dans l'industrie, puisqu'on vient d'apprendre effectivement qu'allaient être créées ces 4 manufactures. Nous allons maintenant aller, Pascal Cany, sur le campus, avant des questions qui viendront de la communauté HEC et des alumni. Mais on va donc écouter ce petit micro-trottoir qui a été réalisé avec des étudiants HEC par Estelle Plaguet et Loane Gilbert. Écoutez. Si je vous dis Business France, ça vous évoque quoi? Investisseur? BPI France, investissement. C'est le nom d'une nouvelle entreprise, je pense. C'est la place de la France dans le business. Quelle place elle a envie d'avoir? Est-ce qu'on a envie d'être des leaders ou pas? Est-ce que tu connais C4 Ventures? Non, pas du tout. C'est quoi? C'est un fonds d'investissement VC? Ça m'évoque un coup de pouce financier non négligeable pour les entreprises qui en ont besoin. C4 Ventures et aussi Business France investissent beaucoup, de toutes les manières, dans la French Tech. Est-ce que tu sais ce qui se cache derrière cet anglicisme? C'est la technologie à la française. Un petit côté cocorico aussi, parce que j'étais à la BPI la semaine dernière au Big, donc ça m'évoque plein de choses, l'innovation évidemment. Ça peut être des sociétés de fintech, de software, et aujourd'hui très certainement beaucoup d'entreprises basées sur l'IA. Probablement des technologies en télécommunication, en aérospatial, des secteurs dans lesquels la France est connue pour être performante. C4 Ventures est très investi dans la politique ESG et ils investissent aussi beaucoup dans l'IA. Est-ce que tu penses que ESG et IA, c'est compatible? La consommation en données que requièrent ces nouvelles technologies, je ne sais pas si à long terme ce sera vraiment compatible avec l'ESG. Bon, pourquoi pas. Je pense que l'IA peut être un tremplin pour l'ISG. Ça permet d'optimiser les process, ça permet d'avoir de meilleures data. L'IA peut sûrement aider à calculer plus finement les métriques ESG, ce qui pourrait être bénéfique. Pascal Cany, donc notre invité, il a aussi été vice-président et general manager de Apple en Europe. Toi, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que tu penses d'Apple? Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Apple, c'est innovation. On en discutait justement parce que je pense à m'acheter un nouvel iPhone. J'ai un iPhone, une Apple Watch, un ordi Apple et j'en suis très content. J'ai un iPhone dans ma poche, un Mac dans ma chambre et des AirPods. Leurs outils en fait m'aident à optimiser en fait mes études. Il y a des programmes Microsoft qu'on utilise beaucoup en finance, mais ils ne marchent pas bien sur des ordinateurs Apple. Rajoutez des raccourcis Excel et PowerPoint sur les ordi d'Apple, s'il vous plaît. Si tu avais Pascal Cany en face de toi, quelle question lui poserais-tu? Bonjour Pascal, j'ai une question très simple. Je suis une femme, je suis noire, je suis maman. Aujourd'hui, dans la French Tech, dans les startups qui lèvent de l'argent, on ne voit pas ce type de profil. Qu'est-ce que vous mettez concrètement en place pour que des femmes qui soient comme moi et qui n'ont pas d'exemple puissent se lancer et puissent contribuer à faire progresser les choses via la création de sociétés et d'emplois? Excellente question, Pascal Cany. Excellente question et je suis très heureux d'y répondre. Une étude du BCG il y a quelques années montrait qu'en gros, les femmes, quand elles faisaient partie des 3% qui étaient des fondatrices, avaient un taux d'utilisation du capital très faible, mais que le retour était plus important. Donc je crois qu'il faut absolument qu'on augmente cela, mais elle n'était que 3%. Et j'étais hier soir encore au 10e anniversaire de la French Tech
avec un leader, Clara Chapaz, qui est remarquable et qui est une femme, qui suit d'ailleurs Kat Borlogan, qui l'a été aussi avant. Et j'ai trouvé extrêmement important que sur scène, une fois qu'elle nous a fait parler, nous, 10 grands témoins de la French Tech, elle fasse parler, par exemple, les gens du tremplin. Le tremplin, c'est une initiative où, en fait, dans les quartiers défavorisés, on a réussi à faire monter des personnes. Elle avait aussi là notre amie de chez Sista, charte à laquelle on a souscrit. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la France doit avoir un avantage compétitif aussi en montrant de manière concrète, et les chiffres le démontrent, on joue là-dessus. Donc, je pense qu'il y a une volonté du gouvernement qui m'étonne tous les jours. Je suis papa de 4 enfants. On a des entrepreneurs dans la famille et il faut absolument favoriser cela. J'ai aussi une bataille qu'a eu Aude de Thain que je n'ai pas vue depuis trop longtemps, qui était par exemple de faire en sorte qu'on ait plus de femmes ingénieurs. Je crois que c'est une bataille que j'aimerais soutenir, que je vais soutenir, parce que je crois que c'est... Mais quand est-ce que ça va payer? Parce qu'on est vraiment frappé. On a effectivement cette nouvelle génération d'entrepreneurs, le Next 40, la French Tech, et pourtant dedans, il n'y a quasiment pas de femmes entrepreneurs. Et vous parliez de Sista, ils se mobilisent pour ça, justement. Les femmes gagnent, enfin, engrangent beaucoup moins de fonds que les hommes. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, je vais essayer, on essaye avec notre équipe, avec Eric, Boris et autres, de recruter une partenaire femme. Je dois vous avouer que ça fait 6 mois que je cherche et qu'on a beaucoup de difficultés. Donc, je pense que quand vous avez ce problème-là, il faut commencer aux bases. Les bases, c'est l'école. C'est faire monter, en fait, avoir des rôles modèles plus importants. Je participe au jury des 40 femmes de Forbes. Pourquoi? Parce que quand il m'a suggéré cela, son patron, j'ai trouvé que c'était important de là aussi starifier, iconiser ce rôle-là. Et on parlait avant de Portugal, on parlait de la France. On sait que lorsqu'on a eu derrière un Steve Jobs, un Bill Gates, un Xavier Niel localement, ou un José Neves au Portugal, c'est comme ça que ça se passe. Donc je pense qu'il faut créer le rôle modèle, il y a un mot de porte-voix. Mais sachez que toutes les agences gouvernementales, tout ce que fait votre gouvernement, sans parler du rôle important des femmes à l'Assemblée, conduit à augmenter cela. Le Copé-Zimmermann, la loi Copé-Zimmermann qu'a fait Copé était exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a plus de débat sur les conseils d'administration. On y est. Dans mon board, je suis très fier de dire que je suis à 50% et même au-delà au global. Merci Pascal Cagny. Bon, ça, c'était pour les questions des étudiants. On passe maintenant aux questions des diplômés, des alumni. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. C'est donc la dernière partie de notre entretien HEC. Vous allez répondre à des questions d'alumni. Vous en connaissez certains, d'autres non. Peut-être que la première, vous la connaissez, puisqu'il s'agit de Delphine Moureau, qui est directrice d'HEC Alumni en Grande-Bretagne. Vous avez vécu longtemps en Grande-Bretagne. Vous êtes maintenant d'ailleurs en France. Vous avez décidé de revenir au moment de vous occuper des investissements en France. Écoutons donc Delphine Moureau. Bonjour, je suis Delphine Moureau, HEC 2003, la directrice du bureau d'HEC à Londres. Nous sommes ici, dans la maison des alumni à Londres. La semaine dernière, nous avons reçu 2 startups de l'incubateur HEC. Ces startups sont venues pitcher devant l'écosystème londonien. Vous qui avez une grande expérience à l'international, quels conseils donneriez-vous à ces jeunes fondateurs ou fondatrices de startups qui souhaitent se lancer à l'international ? Je vais essayer d'être court. Merci à Delphine. Sachez que j'ai été très heureux de participer très tôt à ce qui se passe à HEC à Londres. Vous en avez plus de 1500. C'est une des communautés qui est la plus active aussi dans la fondation, donc c'est superbe. Les conseils, c'est très bien. C'est qu'avant d'y aller, faites en sorte qu'on appelle le MVP ou le POC, c'est-à-dire le product concept, c'est-à-dire les produits soient bien établis. Mais très vite, songez donc à vous préparer et puis utilisez peut-être les services de Business France. Je vais vendre ma très chère agence pour vous dire qu'en gros, on a à la fois un programme de booster qui permet d'avoir des programmes impact où on vous accompagne sur un pays déterminé en vous faisant des rendez-vous d'affaires, en vous formant sur le sujet. Si vous n'en êtes pas encore là, vous avez dès le départ dans les chambres de commerce et d'industrie des conseillers internationaux. Business France a 250 conseillers internationaux en France, 750 à l'étranger. Travaillez avec les chambres de commerce aussi à l'international, de mon ami Arnaud Vessier, parce qu'elles vont aussi complémenter l'intelligence locale. Mais préparez-vous. Et quand vous vous projetez, faites en sorte que vous assuriez aussi du recrutement et que l'implantation se fasse sans réputation. C'est-à-dire, n'y allez pas tout seul. Ou si vous décidez simplement un peu d'avoir d'intelligence, on a un programme exceptionnel qu'il faut que vous connaissiez, qui est le VIE, le volontariat d'entreprise, dont on vient de fêter le millionième diplômé, si je puis dire, au VIE, et avec des VTE que notre ministre, très cher ministre Olivier Besch, vient d'annoncer ici pour pouvoir renforcer ça. Ce qui se passe sur l'export en France est rare.
part. Nous avons créé 19 000 nouveaux exportateurs. Il faut continuer. Allez, on passe maintenant à une question de Frédéric Mazzella. Alors, il n'est pas diplômé d'HEC. On a fait une petite entorse pour lui. Il n'a fait que, entre guillemets, Stanford et Normal Sup. Mais évidemment, on lui ouvre les portes de l'école. Frédéric, c'est à toi. Bonjour Pascal, c'est Frédéric Mazzella. J'ai une question pour toi. Quelle est selon toi la meilleure manière pour aider les entrepreneurs, nos startups et nos scale-up françaises à s'étendre à l'international? Est-ce que c'est plutôt au niveau du recrutement, au niveau du financement ou au niveau de la mise en relation avec le tissu économique local qu'il faut agir? Quelle est ta sauce secrète à toi, ta secret sauce comme disent les anglo-saxons? On revient sur la même question. La secret sauce, c'est d'avoir le capital pour le faire. Donc, il faut le produit qui soit prêt. Il faut le capital pour pouvoir y aller et pas y aller de manière petite. Quand on y va, c'est une vraie décision d'investissement. Et puis, reprendre tous les services dont je vous avais parlé. Il faut comprendre que vous avez un réseau diplomatique qui est le troisième plus important. Vous avez des services économiques. J'ai pu, moi, qui venais du privé, découvrir la qualité derrière de cette les Américains et on est les troisièmes et les Chinois aujourd'hui, mais le troisième. Et on a une vraie présence. Nous-mêmes, l'agence, on est présent dans plus de 97 pays. On a, comme je vous l'ai dit, plus de la moitié de notre effectif sont projetés à l'international. Donc il faut utiliser tous nos programmes, utiliser les salons dont je ne vous ai pas parlé, et j'en ferai très brièvement. Surtout qu'on vient avec le nouveau plan export présenté par Olivier Becht, supporté par Laurent Saint-Martin, mon directeur général, de faire en sorte qu'on puisse augmenter jusqu'à 30% le financement ou le cofinancement sur les salons. Donc utilisez-le matin et soir. Alors, une nouvelle question qui vient de François-Xavier Moron, qui est associé chez Andera Partners. François-Xavier Moron, HEC 2001. Je suis associé au sein d'Andera Partners, une firme de capital investissement. Pascal, vous vous êtes beaucoup investi sur la French Tech, qui fête ses 10 ans en 2023, dans un contexte de ralentissement et de durcissement de la levée de fonds qui, historiquement, sur le venture capital, a toujours beaucoup dépendu des investissements étrangers, notamment anglo-saxons. Comment la French Tech résiste-t-elle et où en est le développement d'un écosystème français ou européen pour le financement des startups et des entreprises en capital risque? C'est une vraie angoisse aujourd'hui qu'a l'écosystème French Tech, c'est-à-dire comment on va développer. Alors moi, j'aimerais juste vous rassurer, j'ai eu le privilège d'être aux États-Unis pendant 30-40 ans même, en y arrivant très tôt, passé ensuite par Stanford, de le voir aux premières loges. Le coup est parti en France. Pour toujours, il y aura une French Tech, pour toujours, il y aura un écosystème. Et il n'y a pas de doute sur cela. Mieux encore, le gouvernement très stratège a, avec le programme TIBI, le programme TIBI 2, suggéré, même forcé la main, si je puis dire, ou le forcera graduellement à des investisseurs pour que la part du capital risque soit plus importante. Il y a plus de 28 institutions financières sur le sujet. Et puis, dernier point, on a quelques vrais succès. On a bâti 30 unicorns, créé de la valeur. On a même démocratisé cela à la faveur de ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire la grande distribution. Donc, pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle existera. Aujourd'hui, il faut serrer les coudes, se focaliser sur bâtir nos succès, être plus proche de l'EBITDA positif, c'est-à-dire du profit, que de la J-curve, de la courbe en J, qui fait qu'on ne voit pas le profit très vite. Et surtout, ne rien lâcher. J'ai aussi observé dès 2000 la tech israélienne et je peux dire que ils ont créé une économie en tant que telle, ils ont une contribution au bien-être collectif qui est important. Donc j'ai aucun doute sur ce qui se passe et il faut enfin, dernière chose, créer un mouvement du secondaire et ça c'est ce qui reste à faire avec les IPO, mais c'est dans les années à venir. Donc j'ai aucun doute sur l'existence de la French Tech demain. Une autre question d'investisseur au féminin cette fois-ci chez 360 Capital, c'est Clara Cornu. Bonjour Monsieur Cagny, Clara Cornu, promotion HEC 2021, aujourd'hui investisseuse chez 360 Capital. Dans l'écosystème du capital à risque, on remarque que beaucoup de startups européennes, y compris françaises, sont rachetées par des acteurs internationaux. Donc si cela permet de faire venir des capitaux étrangers, cela pose également la question de l'impact long terme sur l'écosystème local. Que pensez-vous de cette tendance et quelle stratégie pensez-vous qu'il faille mettre en place pour développer davantage de champions européens et nationaux? Est-ce que c'est un problème de se faire racheter par des Américains ou des étrangers? Absolument pas. Dès lors que vous n'êtes pas sur les investissements stratégiques, c'est pour ça que l'Europe moins naïve et notre gouvernement qui n'a pas été naïf et qui ne l'est pas, a mis une législation sur ce sujet-là. Sinon, il faut simplement se donner les capitaux, il faut dériver une partie plus importante de l'énorme épargne française sur ce sujet-là. C'est tout le propos du plan
épargne vert qui est mis en place par le gouvernement, on l'a compris, c'est faire en sorte aussi qu'on développe quelques vrais titans ou très forts, avec des Partech, ID Invest, Tikeo et autres. Cela se fait. Il faut garder aussi des petites boutiques plus agiles, dont j'espère fait partie et fera partie dans le futur C4 Venture. Et si on fait ça, il faut absolument être relax. À partir du moment où on a décidé ensemble d'avoir la liberté de circulation des hommes et des idées et des marchandises en faisant l'Europe, il faut accepter que certains viennent, achètent, comme nous, on doit aller acheter et être à la manœuvre. Donc je pense qu'il faut être jamais naïf, mais toujours ouvert sur ce monde-là. Lorsqu'on a fait venir des investisseurs étrangers ici, j'avais quelques challenges à l'époque avec Cédrico sur l'expliquer à l'écosystème local. On a démontré qu'ils ont investi dans l'écosystème, le crédibiliser, et aujourd'hui, la French Tech existe et est enviée par le monde entier. Alors, on va avoir une autre question d'une investisseur ou investisseuse, je ne sais pas comment on dit, avec Astrid Moulet-Berthaud de X-Ange Venture. Bonjour monsieur, je suis Astrid Moulet-Berthaud, promo HEC 2020 et investisseur chez X-Ange. Ma question pour vous est la suivante. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les fonds américains investissent de plus en plus en Europe avec des termes et des valorisations très agressifs, pensez-vous qu'il existe encore un modèle de VC à l'européenne qui puisse concurrencer celui des Américains? Merci. Voilà, ça complète la question précédente, mais c'est un bon point aussi, ça. Il n'y a pas un modèle de VC américain, israélien, asiatique. Il y a un modèle de VC qui est d'avoir prendre un risque, un pari pour l'essentiel sur de l'humain, le compléter par une vraie évaluation du produit, du service qui est là, et ensuite faire en sorte que le PER, c'est-à-dire le chemin pour la croissance globale, soit là. Donc je pense qu'il n'y a pas un modèle dominant et un autre, il y a simplement plus ou moins de ressources. Culturellement, on a passé le cap. La French Tech aujourd'hui est mature, elle a 10 ans. Elle doit développer cela et puis penser à la French Tech. Je crois que la French Tech européenne, s'allier, faire en sorte que l'on ait par exemple des plans de stock options pour pouvoir rémunérer nos fondateurs qui soient plus cohérents à l'échelle de l'Europe et ne pas créer de désavantages compétitifs d'un pays à un autre. C'est ce sur quoi on doit travailler et on continue à travailler. À part cela, sachez que la classe d'actifs venture est une des classes d'actifs les plus prometteuses dans le futur. J'en suis persuadé. J'investis pour allier mes paroles et mes actes et c'est ce que je vends tous les jours. Non, mais ce que dit Astrid Moulet, c'est que les conditions d'investissement des Américains sont trop raides, trop rudes. C'est ça qu'elle dit. Elle dit... C'est ça qu'elle dit. Trop agressif, c'est le mot qu'elle a employé. Mais agressif, c'est sur les valeurs. Je crois que s'il y a un marché et qu'en face d'un VC français, vous avez un Américain qui vient et qui vous donne des valeurs plus faibles, on choisira le VC français. Donc c'est le marché qui paye et pour une fois, ce marché-là peut être raisonné parce que, en gros, vous avez toujours le choix, vous, en tant qu'investisseur, de prendre ou de prendre pas. Si par contre, ils viennent avec des valeurs démentes, et c'est ce dont elles se révèlent, que l'on a vu par des fonds, notamment Tiger, qui aujourd'hui sont retirés, je pense qu'il faut laisser passer cela et revenir graduellement sur le sujet. Donc ça, c'est la vie des affaires au jour le jour. Donc il n'y a pas de... À partir du moment où vous ouvrez les frontières et vous acceptez cela, les règles du jeu sont équivalentes pour tout le monde, donc on doit vivre avec. Mais aujourd'hui, objectivement, les Français sont en bonne position, on est bien backupés, on a un État stratège, on a des institutions financières fortes et on a des entrepreneurs doués. Bon, et alors justement, on donne la parole à l'un de ces entrepreneurs doués, c'est Geoffroy Guigou, le patron cofondateur d'une de nos licornes, United. Bonjour Pascal, c'est Geoffroy Guigou, je suis cofondateur et directeur général de United et HEC Promo 2003. Ma question est la suivante, qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour que la commande publique et la commande privée des grands groupes bénéficient plus au scale-up? On sait que cette commande publique et privée des grands groupes vis-à-vis des scale-up, ça a été un formidable accélérateur dans des grandes économies de la tech, comme Israël, comme les États-Unis. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en France pour bénéficier de cet accélérateur? Très bonne question. Et je vous en ai déjà parlé. Dans la loi sur l'économie verte, on a une réponse à cela sur la commande publique. Ça vient, l'essence de cette idée, c'est le Small Business Act américain, où il s'agissait de réserver une partie de la commande publique globale aux petites et moyennes entreprises. On l'a dupliqué et dans ce qui est le vrai challenge, le seul vrai challenge existentiel de notre époque, qui est celui de la transition écologique, on a insisté et des députés extrêmement hagards. Donc pour répondre à notre fondateur, il faut qu'il fasse plus de temps avec les députés qui font les lois, qu'ils se fassent un vrai lobby. Le centre du pouvoir, où je vois trop de gens se focaliser sur l'exécutif, à la faveur d'une élection
différentes, c'est vraiment orienté sur les députés. Un député comme mon ami Kasbarian fait un job extraordinaire sur l'économie verte et il intègre cette dimension-là. Et si on fait cela, d'abord c'est sain, c'est naturel, c'est une forme de made in France ou de privilégié français, mais intelligente, puisque vous ne passez cela que si vous passez par les fourches codines d'un code de la commande publique. Alors, on a vu qu'on avait beaucoup d'investisseurs HEC et il y a même un fonds HEC. Et donc, la prochaine question vient de celui qui en est responsable, Antoine Loiseau. Bonjour Monsieur Cagny, je m'appelle Antoine Loiseau, je suis HEC 2019 et je suis manager chez HEC Ventures. Alors j'ai une question pour vous aujourd'hui, c'est comment suivez-vous les critères ESG au sein des entreprises de vos portefeuilles et quels sont les outils que vous utilisez pour le faire? Ayant été éduqué sur la chose, sur la transition écologique très petit, avec les écologistes en Alsace, mon cher Vincent, en ayant rencontré assez tôt Yann Arthus Bertrand et en ayant participé avec Al Gore à Inconvenience Truth, c'est-à-dire une vérité qui dérange, je vous rappelle quand il venait pour ça, puisqu'il était au conseil d'administration de Apple, j'ai eu une exposition un petit peu précoce sur le sujet. Très tôt, quand on a fait le fond, tout de suite, on a créé notre propre corpus théorique qui a été développé par Vladimir Domesson et ma fille Diane Cagny sur ce sujet-là. On a aujourd'hui un questionnaire qui va sur toute notre société et on a été les premiers à souscrire à SAMI, c'est le nom de la société, faire notre propre bilan carbone, se benchmarker et revenir là-dessus. Et toutes nos entreprises, donc je vous rappelle que près de 70% de portefeuille est à l'étranger, ont reçu cela en matière intéressante. Et le fait que nous soyons français, en face de fonds américains, allemands ou anglais qui ne le faisaient pas, montrait la différence française. Donc cette élégance et cette obsession française sur la transition écologique participent aussi à notre savoir-faire et à notre attractivité. Allez, toute dernière question de deux futurs alumni, en l'occurrence, c'est la promo 2024 de Karel Aladad et de Florian Egonnet. On les écoute. Bonjour, nous sommes Karel et Florian, deux étudiants à HEC en dernière année en management stratégique. Nous sommes en voyage d'études à Londres et nous aimerions vous poser une question. Alors notre question se rapporte à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train d'affecter le monde du conseil aujourd'hui? 6 mois avant ChatGPT, on présentait à nos investisseurs une revue complète de l'intelligence artificielle parce qu'on pense que c'est absolument fondamental. Le téléphone a changé vos vies, je pense que l'intelligence artificielle va changer nos vies. Et dans le conseil, où on a investi dans une société merveilleuse qui s'appelle Just Mondi, dans les métiers comme ceux du droit, l'impact va être très fort. Sur le conseil, à un moment donné, la capacité d'analyse et le rôle de l'homme va être différent. Il ferait, et je suis certain qu'ils sont en train de le faire, à se former in and out sur les différents ChatGPT, ceux qui sont verticaux et autres. Donc l'impact va être démentiel. Il va être énorme et je ne peux pas vous en parler parce que je n'en ai sans doute pas compréhension pleine et entière. Mais sachez que je ne suis pas un fan ou je ne suis pas anti, mais on ne peut pas négliger un iPhone qui arrive, on ne peut pas négliger l'Apple Pay, dont je mentionnais que c'était plus important que la montre lorsque Apple le lançait en 2012, parce que ça révolutionnait le mode opératoire, ça dématérialisait la dernière chose qui, depuis 2000 ans, était physique, c'est-à-dire l'argent. Et je crois que l'AIS est absolument fondamental. Donc, et nous, Français, une fois encore, je reviens sur mon métier ou mon propos, on a là des actifs incroyables. Et alors, on va peut-être pas avoir les moyens de Google, Microsoft et Apple. Donc, il nous faut, sur la chaîne de valeur ajoutée, saisir certains savoir-faire unique et se focaliser là-dessus. Et là encore, le gouvernement a une vraie stratégie à AI. Cédrico, avec quelques autres, auprès du Premier ministre, a créé un observatoire et un organisme sur le sujet. On est tous impliqués là-dessus. Évidemment, vous avez parlé encore de Mistral et quelques autres. Il faut qu'on le fasse. Et il faut qu'on, derrière l'AI, on puisse développer aussi les microprocesseurs en ayant ce savoir-faire important et pas faire simplement ce que fait l'Allemagne, c'est-à-dire faire venir TSMC, Intel, pour qu'ils se rapprochent des chaînes de production automobile, mais au contraire, monter la chaîne de valeur GT et en avoir la propriété. C'est tout le sens de l'alliance entre GlobalFoundries et STMI Électronique que l'on a faite. En Isère. Allez, il nous reste quelques minutes. C'est déjà bientôt la fin de votre entretien, de votre grand oral d'HEC. C'est un vrai grand oral, celui que je passais à Sciences Po et je repasse à HEC. Voilà, bravo. exactement, vous faire repasser le diplôme aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour la conclusion, le mot de la fin, justement. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, Pascal Cany, c'est votre fondation. Or, on sait que quand vous êtes sorti d'Apple avec des stock options qui avaient beaucoup progressé, vous étiez un homme riche. Et à ce moment-là, vous décidez de créer votre fondation. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle ampleur elle a et à quoi vous l'utilisez? Écoutez, cette fondation, d'abord, je l'ai créée même avant de sortir d'Apple, en y donnant des actions Apple. Aujourd'hui, on est très discret. Je n'ai même pas fait un site web sur la fondation. On va le faire. On a fait plusieurs millions d'investissements, à commencer par favoriser ce qu'on faisait à HEC ou sur le nouveau bâtiment du MBA avec 10 autres partenaires. On a créé l'Entrepreneurship Lab, en fait, au global. On travaille sur essentiellement l'éducation, sur la technologie et sur tout ce qui est public défavorisé. Je vous rappelle que je suis un fils d'un immigré italien qui a bénéficié de la République en étant un boursier au plus haut niveau de l'État. J'en suis extrêmement fier. Et donc, il est mon devoir de, sinon être un rôle modèle, ce qui est beaucoup trop de responsabilités, au moins redonner. Alors, on le redonne quand on prend pendant 6 ans les responsabilités qui sont les miennes, en ayant la liberté de le faire pro bono et en continuant d'autres activités. Et on redonne en apprenant cela. Donc, avec toute ma famille et des amis, depuis plus de 10 ans, on fait cela. Donc, j'en ai jamais parlé. Vous avez souhaité en parler, j'en suis très heureux. On va un jour en parler différemment. Et on veut aider, par exemple, l'éducation en France. On a supporté Espace Ruralité, Espérance Banlieue. Et je suis très demandeur d'apprendre cela parce que je crois que c'est le vrai challenge du futur. Et là, la loi TEPA, faite par ma chère Christine Lagarde en 2008, si je me trompe, nous a enfin amené dans le monde anglo-saxon. En vivant à l'étranger, j'ai appris que l'idée de donner, et c'est vrai, est la chose la plus sympathique qu'on puisse faire. J'ai participé aussi à la fondation Good Planet de mon cher ami Yann Arthus Bertrand, et c'est totalement réjouissant, jouissif peut-être de le faire. Pascal Cany, vous le dites, tout ça aujourd'hui maintenant, c'est le fruit de votre travail chez Apple. Est-ce qu'Apple vous manque? Vous qui avez connu le grand retour de Steve Jobs avec l'iPod, puis l'iPhone. Écoutez, c'est incroyable. On me pose souvent la question, absolument pas. J'ai une deuxième, une troisième vie, une quatrième que je vais essayer de bâtir sur le manufacture. On reconstruit aussi des maisons, que ce soit en Anjou, chez Christophe Béchu, qui m'a accueilli il y a plus de 20 ans lorsqu'on a créé Pacte ministre de la Transition écologique. En Alsace, où je suis né, sur les rives du lac de Com, où mon père est né, et on a, avec des artisans, refait des belles choses. C'est ce qui me passionne et m'intéresse. C'est que bon sang ne saurait mentir. Je suis un fils d'un immigré italien qui était évidemment dans le métier de la construction. Et bien finalement, alors que je suis sur la politique et sur la technologie, j'adore la pierre. Et on continuera à le faire à Port-Cros. C'est l'idée de ce que vous vouliez faire avec ces 4 collections, c'est ça? Ces 4 collections, où j'ai le privilège en plus d'avoir ma fille Inès, qui m'a rejoint après avoir été chez Klarna, la FinTech. C'est sympa tout cela, mais il n'y a rien de plus sympa que la pierre, les belles choses, et comprendre que l'Europe, c'est le continent d'avenir. Toute dernière question, vous qui connaissez parfaitement l'économie et la société américaine, est-ce que vous diriez, depuis que notre pays est présidé par Emmanuel Macron, que quelque part, notre pays s'est un peu américanisé? Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer un leader incroyable, assez tôt dans mon existence. Je ne comprends toujours pas aujourd'hui, en étant évidemment macroniste, que nombre de mes concitoyens ne comprennent pas la qualité du leadership. C'est pas un gros mot dire américanisé. Avoir quelqu'un de 40 ans qui parle américain, qui s'exprime, qui a une vraie volonté de faire évoluer les choses, et de le voir vilipendé par des gens qui tapent sur les casseroles, par les gilets jaunes qui m'ont à la fois choqué et autres. Non, mais c'était pas le sens de ma question. C'est est-ce que l'état d'esprit dans le pays a changé? Voilà, il y avait rien de négatif dans ma question. Je voudrais vous dire, c'est là où j'ai quelquefois encore un doute sur ma propre citoyenneté. Mais pour autant, on va continuer à réformer. Et si la critique de l'américanisme est vraie, il faut juste reconnaître que l'Amérique a été un rôle modèle. Maintenant, l'Europe est moins naïve. On reconnaît les qualités qui sont les nôtres. On a ouvert, après 30 ans de guerre, on a réouvert nos frontières. On en a une d'ailleurs qui n'est pas très loin de chez nous, il faut y penser aussi. Donc je pense que si on me l'a reproché aussi, être américain ou une forme d'américanisme est condamnable, je pense que c'est une tare. Aujourd'hui, il faut être européen. Je suis tellement fier d'être européen. La preuve, je me bats tous les jours pour l'Europe. Et Emmanuel Macron est un leader exceptionnel. J'ai ce privilège de le rencontrer
assez régulièrement. Et je pense qu'il faut que les Français, et les Français le reconnaîtront à un moment donné. J'en suis absolument persuadé. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur et c'est encore plus important. Merci Pascal. Ça s'est senti. Merci. Merci beaucoup Pascal Cagny. Merci à vous Vincent Beaufils. Merci Thomas. On se retrouve très bientôt pour le prochain entretien HEC. Très bon week-end à toutes et à tous. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.